Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'on y parlera produits de bourse de Société Générale. Alors vous l'avez compris, parler trading avec des traders que je vais vous présenter maintenant. À ma droite, Jean-Louis Cussac, président, fondateur, formateur de Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis et merci d'être avec nous. Bonjour et bonne année. Bonne année également. Mathieu Lebrun, vous êtes responsable de la newsletter SMS Cash Alert aux éditions Agora. Bonjour Mathieu, pardon. Bonjour Jean-Louis, je lui ai déjà dit bonjour. Et merci d'être avec nous. À ma gauche, Franck Morel, président, fondateur, encore un, de zonebourse.com. Et vous êtes aussi inventeur du Market Screener, le fameux Market Screener. Merci d'être avec nous. Bonjour Franck et merci d'être là. Bonjour et puis Léa Gézéquel, on ne vous présente plus, vendeuse produits de bourse, Société Générale. Bonjour Thibault. Alors avant de parler cette semaine de Virbac, du CAC 40, de Soitec, d'Engie, des options et des warrants, je voulais évoquer avec vous un souvenir. Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, j'évoquais avec vous l'acronyme TINA. T-I-N-A, qui signifiait There is no alternative. Acronyme qui était utilisé dans la gestion d'actifs pour signifier qu'il n'y avait pas d'autre choix pour les gérants d'actifs que d'acheter les actions. Souvenez-vous du contexte, on avait des taux extrêmement bas, certains pays occidentaux avaient des obligations d'État à des niveaux négatifs, et puis on restait sur 18 mois de hausse quasiment ininterrompue des indices internationaux. Alors cet acronyme a terriblement vieilli aujourd'hui puisqu'on a des taux américains à 10 ans qui sont proches des 4%, on a des taux en France, par exemple, l'OAT 10 ans qui est à 3%. Et aujourd'hui, d'après ceux qui ont inventé les nouvelles expressions qui circulent en gestion d'actifs, on a maintenant des alternatives au placement action. Alors, on a deux expressions qui circulent en ce moment. On a TARA, T-A-R-A, there are reasonable alternatives au placement action. Donc, il y a des alternatives raisonnables au placement action. Et puis, on a une deuxième expression qui circule, c'est TAPA. T-A-P-A, oui, ça vous fait sourire, mais c'est la réalité. There are plenty of alternatives. Vous l'aurez compris, il y a plein d'alternatives au placement action. Alors, c'est une question qu'on va évoquer ensemble. Est-ce que dans un contexte de marché assez élevé, qui se maintiennent à des niveaux très élevés, est-ce que les gérants commencent à se poser des questions sur ce point? Alors, c'est parti, on commence avec la rubrique « On refait la semaine ». On refait la semaine, on va commencer par Franck. Franck, vous avez sélectionné il y a quelques semaines une valeur qui s'appelle Virbac. Ouais. Pas très connue finalement, vous allez nous en parler? Pas très connu et pourtant c'est un des leaders mondiaux de la santé animale. Ils font à peu près 45% de leur chiffre d'affaires avec tout ce qui est élevage et 55% avec les animaux domestiques. Donc c'est une des belles valeurs de croissance française sur un secteur d'activité peu cyclique, puisque là on est dans l'univers de la santé ou du non cyclique, donc c'est des business qui sont très solides et sur lesquels on a généralement une volatilité moindre. Virbac a connu un fort déclin, puisqu'on est passé de 380 à 220 en l'espace d'un an à peu près, tout simplement parce qu'on a eu une consolidation de la croissance. Après plusieurs années de forte explosion du chiffre d'affaires et de la rentabilité, eh bien, on a un ralentissement de cette croissance et plutôt, on va dire, une consolidation de la croissance de ces dernières années, plus une société de croissance sur un business défensif. Donc c'était typiquement le genre de société qui se payait très cher il y a encore un an et qui a donc subi des prises de bénéfices ou en tout cas des replis marqués comme à peu près toutes les sociétés de croissance l'année dernière qui ont largement sous-performé et donc perdu beaucoup plus que le CAC 40 qui s'est très bien pour le coup comporté notamment grâce à l'énergie, aux banques et au luxe. Donc on a joué un rebond sur Virbac. Vous êtes positionné, on ne joue pas en bourse. On s'est positionné pour anticiper un rebond sur Virbac dans le cadre d'une stratégie court terme. On aime bien jouer on aime bien anticiper des reprises sur des titres défensifs sur lesquels on a généralement des volatilités moindres pour anticiper ce qu'on appelle des retours à la moyenne. On voit, il y a une configuration particulière qui vous a plu dans ce qu'on voit à l'écran là?
Bon, non, on a payé la zone des 220 pour anticiper le retournement. On a déjà pris les bénéfices, c'était vraiment une stratégie de très court terme. D'accord. Après, ça reste une très belle société pour un horizon de temps plus long, mais on a une consolidation de la croissance des revenus depuis, pour les 2-3 prochains exercices. Donc du coup, c'était intéressant d'aller sur ce type de valeur pour anticiper une reprise fin d'année dernière, Ouais. aussi sur un secteur Oui, parce que défensif. là, on voit qu'il y a déjà eu un rebond de 10% entre les plus bas et Oui, donc- c'était une bonne opération. Très bien, merci Franck. Jean-Luc, vous allez nous parler du CAC 40, hein, votre spécialité. Alors, le CAC 40, en un début d'année extraordinaire. Oui, on s'était quitté l'année dernière en étant acheteur, toujours. Hein. La tendance était à la hausse. Et il y a eu une nouvelle accélération avec toujours un regard sur les taux souverains, les menaces d'inflation ou pas. En fait, ces derniers jours, on a eu l'idée qu'a porté les marchés, c'est de dire, bon, ben, on a des indicateurs d'activité dégradés, mais la récession ne sera pas importante. À côté de ça, les autres statistiques sur les salaires, etc., étaient plutôt favorables. Les opérateurs voient, si vous voulez, la vie en rose. Alors que c'est vrai que l'horizon est quand même hyper incertain. Hier, par exemple, on a eu des membres de la Fed qui ont dit on ne pourra pas baisser les taux avant 2024, alors que le marché estime que c'est possible peut-être fin 2023. Alors voilà, on a un peu de tout. Et en fait, chaque acteur, chaque spéculateur, on va dire, il trouve ce qu'il a envie d'y trouver, à savoir quelque chose qui pourrait confirmer ce qu'il pense. Ça ne va pas aller bien, ou ça va aller bien, etc. Donc, Alors, en l'occurrence, ils ont plutôt tendance à penser que ça va pas si mal que oui, ça, mais puisqu'on globalement, se maintient sur des niveaux très mais élevés. pourquoi les marchés ont beaucoup monté aussi? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas dans le marché. Il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup de gérants qui sont, depuis des semaines, des mois, extrêmement prudents à juste titre, hein, avec la guerre en Ukraine aussi, qui est quand même extrêmement présente encore. Et donc, ce marché, si vous voulez, s'est construit en fait dans la méfiance, avec des volatilités implicites, c'est-à-dire de ce qu'on attend pour la poursuite des événements extrêmement élevés. Bon, elle a rebaissé un petit peu, là on est à 15, mais c'est élevé par rapport au fait que le marché est passé quand même de 5007 à 6009. Donc on a un marché quand même assez solide. Donc l'existence d'alternatives crédibles constituées par les taux, qui sont quand même beaucoup plus élevés qu'il y a un an, aujourd'hui ne greffe pas le sentiment des gestionnaires d'actifs sur ce maintien parce qu'il y a beaucoup de liquidités qui tournent et qui cherchent à s'investir. Donc là, on est dans une configuration optimiste, mais solide. C'est ça qui est paradoxal. Il y a certains moments, je pourrais dire, écoutez, il faut sortir de ce marché absolument. Alors moi, si vous voulez, là, j'ai beaucoup allégé. Parce que psychologiquement, c'est dur de payer 6009. C'est dur de trouver des valeurs aussi, par exemple comme Virbac. Mais si elle est là, la valeur, c'est que peut-être qu'il y a un problème aussi. Parce qu'en fait, vous avez vraiment une très grosse décorrélation de certaines valeurs comme celle-ci, comme Virbac, et qui est très tout en bas, et d'autres qui sont vraiment tout en haut. Mais lesquelles sont tout en haut? Par exemple, LVMH, les ténors de la cote, qui pèse 13% maintenant, quasi de l'indice. En pondération, les bancaires ont beaucoup progressé grâce aussi aux taux qui ont remonté. Donc vous avez des choses comme ça extrêmement divergentes. Et, voilà. Et un marché quand même, l'idée c'est de dire qu'il est solide. Voilà. Il ne peut pas y avoir encore d'effet domino en cas de catalyseur baissier, si vous voulez. Comme j'avais écrit en fin 2019, je n'avais pas imaginé la Covid, mais je disais il fallait sortir parce que un moindre grain de sable peut provoquer un effet domino à la baisse. Parce qu'ils avaient vendu de la vol, ce qui n'est pas le cas depuis cette époque. Donc là, on a un marché. L'idée, c'est aujourd'hui d'acheter sur des replis vers 6650 jusqu'à 6650, 6600 par exemple. Et jusqu'à 6006, on peut considérer que le marché conserve un maximum de chances de rebondir. On a une configuration encore potentiellement porteuse. On voit rien sur le plan technique, sur le plan de la construction, qui pourrait
nous faire penser que le marché va se retourner ou baisser fortement. Il y a quand même une certaine prudence. Vous avez parlé d'allègement et d'ailleurs, là je me tourne vers Mathieu, qui a imaginé une stratégie de configuration, de performance entre deux indices différents. Ouais, donc alors, entre le CAC et le Standard & Poor's. Donc par rapport au CAC 40, pour compléter un petit peu les propos de Jean-Louis, c'est vrai que moi, en toute franchise, ce début d'année m'a scotché, pour le dire comme... Ça surpris. M'a surpris, voilà. Et en fait, je fais le parallèle. Alors là, c'est pas très bien illustré sur le graphique, mais en fait, ça me fait penser à ce qui s'était passé en début 2022. C'est-à-dire début 2022, on avait le CAC qui avait ouvert, on devait être à 7100, 7200, on était allé à 7004 en 2-3 séances, les 2-3 premières séances de bourse. On avait pris, alors c'était même moins important que ce qu'on connaît là en début 2023, mais on s'était un peu arraché à la hausse, alors que le S&P 500, dans le même temps, avait quasiment pas bougé, de quelques 10-20 points, quelque chose comme ça. Et ce qu'on voit là, en fait, depuis fin décembre, ça me rappelle cette situation-là de l'an dernier, parce que là, pour le coup, le S&P 500 a pris, je ne sais pas, 1% par rapport au niveau auquel il était à Noël. Et donc le CAC, on l'a vu, il est passé de 6005 à 6009, avec quasiment que des séances de hausse depuis le 2 janvier. Donc c'est vraiment ce type d'écart de surperformance avec lequel je ne suis pas à l'aise, parce que statistiquement, on a quand même une forte corrélation entre le S&P, le CAC et le DAX, pour faire simple. Donc on peut avoir des petits points, des petites dizaines de points de surperformance, sous-performance selon l'euro-dollar, selon différents critères. Mais là, c'est vrai qu'on a vraiment un arrachage à la hausse du CAC et des indices européens seuls par rapport à Wall Street. Et donc, en fait, l'Europe, d'après vous, est surachetée par rapport aux US? En fait, il y a deux hypothèses, et je vous avoue qu'à l'instant T, mon cœur balance un peu. C'est-à-dire qu'en gros, c'est soit le CAC s'est emballé seul trop vite, et à mon avis, le juge de paix, c'est vraiment sur le S&P 500. On a une grosse zone de résistance oblique qui est en place depuis le début de l'année dernière. Si on dépasse ça, je pense que ça peut être favorable dans une optique à plusieurs semaines. Mais tant que ce niveau-là n'est pas dépassé sur le S&P, grosso modo, c'est les 4100, 4150. Et donc on voit qu'à l'instant T, on en est encore loin. Donc tant qu'on n'a pas dépassé ça, moi je reste quand même très prudent sur le S&P 500, ce qui me fait quand même pencher pour une certaine prudence par rapport au CAC. Maintenant, si je dois me tromper et que par exemple, le S&P prenne 10% on va avoir le début des trimestriels là, en fin de semaine. Si le S&P doit prendre 10%, en fait, par extrapolation, on peut envisager une poursuite de la hausse du CAC. Alors peut-être pas de 10% parce qu'il a déjà pris un peu d'avance, mais en tout cas, une absence de baisse, parce que si le CAC 40 monte déjà seul, a fortiori, si le S&P finit par suivre, il y a peu de chances que le CAC baisse lui derrière, quoi. D'accord. Donc voilà. Franck, vous avez quand même des indices qui ont des compositions complètement différentes. Ouais. Quand on regarde le CAC 40, c'est 30% déjà de luxe. Le luxe, si tu mets L'Oréal avec LVMH, Kering, pardon 24. Soit. En pondération. Soit, ouais, ok. Bon, bref, on a beaucoup de luxe et le business se porte très très bien, alors qu'on va rouvrir pleinement le marché chinois, qui est un énorme marché pour ce secteur. Donc ça veut dire que non seulement ça va bien, mais qu'il y a aussi du potentiel. Donc il y a du potentiel sur un secteur de croissance qui compose 25% de l'indice français. Vous avez les banquiers qui profitent de la hausse des taux. Jusqu'à quand? Moi, je ne suis pas fan de ce secteur, mais en tout cas, le momentum en arrière-plan est largement positif. Et puis après, les grosses capitalisations très exportatrices qui ont bénéficié de la forte baisse de l'euro, puisqu'elles vendent dans à peu près toutes les monnaies dans le monde entier, puis elles ramènent tout ça en euros à la fin, elles en ont plus qu'il y a un an. Donc en fait, ça a joué mais considérablement en faveur des indices européens, sur l'Europe et sur le CAC 40 en premier lieu, par rapport aux États-Unis, où là pour le coup vous avez de la tech et consommation cyclique. Donc on anticipe un éventuel marché, le marché surtout anticipe un ralentissement de la croissance économique. Donc vous avez tout les secteurs cycliques qui est pénalisé. Vous avez ensuite toute la tech plus cyclique, c'est 60% du SP500. La tech qui est super fortement valorisée et où on a eu une bulle un peu qui s'est dégonflée et qui par ailleurs fait du business à l'export
en dollars, elle, Ouais. pour le coup, dollar qui a pris contre toutes les autres monnaies. Donc en fait, vous avez des business qui sont dans des situations complètement différentes. Donc c'est Pour normal résumer, qu'on vous ait êtes une à peu près décorrélation. d'accord que l'Europe aura tendance à surperformer, d'après ce que vous dites, Non, mais les US. ça a été le cas L'Europe, depuis- sur la configuration, l'Europe a le vent en poupe. À la fin du bal, c'est l'innovation et la croissance des business, des boîtes qui composent les indices et qui fait la surperformance. Et aux États-Unis, on a plus de croissance qu'en Europe. Non, mais les marchés américains ont été cher payés, et en effet, l'euro-dollar a joué en faveur des marchés européens pour l'exportation, etc. Ça, c'est vraiment, on peut le résumer presque à cela, quoi. Merci messieurs, on passe maintenant à la rubrique le zoom sur. Le zoom sur avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale, qui va nous parler de la différence entre les options et les warrants. Léa, je vous en prie. Oui, alors les options et les warrants sur ce plateau, vous êtes tous très familiers avec ces produits, mais pour ceux qui nous regardent, on va faire un petit rappel des similitudes et des différences. Alors côté similitudes, concrètement, le fonctionnement de ces produits est à peu près similaire, puisque aussi bien les options que les warrants vous donnent le droit d'acheter dans le cas d'un call ou de vendre dans le cas d'un put un actif donné à une date future convenue à l'avance et à un prix fixe. Donc le fonctionnement du produit est celui-ci. Pourtant, il y a des très grosses différences en matière de structure et de marché sur ces deux types de produits qui font qu'ils sont plus ou moins adaptés au marché des particuliers avertis. Donc tout d'abord, l'origine. Les warrants, ce sont des produits qui sont émis par un institut, par l'établissement bancaire. Alors en l'occurrence ici, Société Générale, tous les warrants Société Générale sont émis, l'émetteur et la banque Société Générale derrière. Alors que les options qu'on trouve aujourd'hui en France disponibles sont gérées par un marché réglementé, ici le MONEP qui appartient à Euronext. Ou le Rex en Allemagne. Voilà, exactement. Ensuite, la liquidité de ces produits. Donc la liquidité, c'est la capacité finalement à pouvoir acheter et revendre dans des conditions tout à fait fluides, avec suffisamment de profondeur et des conditions de market making optimales. La liquidité est aussi différente puisque quand vous achetez un warrant, vous finalement êtes en contrat directement avec l'établissement bancaire qui lui assure la liquidité de ce produit. Ça veut dire que Société Générale va à tout moment dans des conditions normales de marché être présent à l'achat et à la vente pour vous permettre de pouvoir passer vos transactions de manière tout à fait fluide. Sauf exception, d'ailleurs, il existe un contrat d'animation entre l'établissement bancaire et la bourse. Exactement. On peut Qui même encadre les surveiller conditions de liquidité. les statistiques de présence de chaque émetteur dans le marché pour s'assurer qu'elles sont tout à fait satisfaisantes. Pour les options, c'est différent, puisque finalement, c'est un carnet d'ordre qui est animé par l'intérêt des investisseurs sur la bourse pour ces produits. Et donc, si jamais il y a peu d'intérêt, vous pouvez vous retrouver dans des conditions où la liquidité est bien moindre. C'est l'offre et la demande, et parfois sur certaines maturités ou des strikes très éloignés, Tout à il n'y fait. a plus de Le carnet est assez peu animé. Ensuite, le spread. Donc le spread, c'est la différence entre le cours d'achat et le cours de vente pour un instrument donné. Là, pareil, sur les warrants, vous avez un spread qui va être toujours à peu près stable, alors que sur les options, ça va vraiment dépendre de l'intérêt que vous avez dans le carnet et de l'animation au même titre que pour la liquidité. Ensuite, la taille du contrat. Ça, c'est un point très important pour les particuliers qui souhaitent investir sur des produits à effet de levier. C'est que les warrants ont toujours ce qu'on appelle une parité. En fait, c'est un diviseur qui permet d'avoir un prix unitaire qui est très faible pour pouvoir investir avec des portefeuilles plus modestes. Sur les options, c'est différent puisque vous êtes obligé de les traiter en lots et que donc un lot peut comporter plusieurs milliers d'euros. Donc la taille d'entrée n'est pas du tout la même et filtre bien sûr énormément les portefeuilles qui peuvent avoir accès à ces produits, qui restent des produits dynamiques sur lesquels il ne faut pas investir une trop grosse partie de son portefeuille, surtout quand on commence. Ensuite, les horaires de cotation. Avec les warrants, comme sur tous les autres produits de bourse, que ce soit des turbos ou autres, vous pouvez investir de 8h à 18h30, même 22h chez certains courtiers partenaires comme Boursorama Banque. Boursorama. Voilà. Qu'on Alors remercie, d'ailleurs. alors que sur les options, vous avez par exemple sur le CAC 40 des horaires d'ouverture qui sont collés au marché du CAC, soit 9h, 17h30. Donc vous avez beaucoup moins d'amplitude de trading sur une journée. L'exercice aussi de ces produits est différent puisque quand vous achetez un warrant, finalement, si à maturité vous avez une valeur intrinsèque, vous aviez raison dans votre scénario, votre produit finit avec une valeur, vous êtes remboursé directement et automatiquement sans avoir à faire de démarche
ce qu'on appelle en cash, c'est-à-dire en liquidité sur votre compte. Sur les varants, sur les options, c'est différent, puisque si vous souhaitez exercer votre option déjà, il faut faire une démarche. Ensuite, si l'exercice se fait en titre, il faut vous assurer que vous ayez l'équivalent monétairement pour pouvoir acheter ces titres au prix d'exercice de votre option. On rappelle juste que les varants, généralement, s'échangent avant la maturité, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, ces produits sont liquides et donc peuvent permettre aux investisseurs d'acheter ou revendre Tout à fait. en bourse ou directement avec le courtier en cours de vie. On n'a pas besoin d'attendre la maturité d'un produit de bourse pour le revendre. Et d'ailleurs, dans le cas des varants, ce n'est pas conseillé, puisque les varants, pour ceux qui connaissent un petit peu ces produits, possèdent ce qu'on appelle une valeur temps, et cette valeur temps diminue au fur et à mesure de la vie du produit. Du coup, il est plutôt adapté de les revendre avant la maturité pour conserver une partie de cette valeur temps. Ensuite, on a les coûts de transaction qui, selon les courtiers, peuvent être différents entre les options et les varants. Donc là, libre à chacun de regarder chez son intermédiaire où va l'intérêt. On rappellera que l'échange de varants Société Générale au sein de Boursorama est tout à fait gratuit. Est gratuit. Exactement. Et la diversité, un point très important, que ce soit en termes de sous-jacent, de niveau de prix d'exercice ou de maturité, il y a beaucoup plus de choix aujourd'hui sur les varants que sur les options. Notamment en sous-jacent étranger, sous-jacent américain. Exactement. Alors on rappellera aussi que ces produits présentent un risque de perte du capital en cours de vie et à l'échéance évidemment, Exactement. selon la formule consacrée. Merci Léa. Maintenant passons à la rubrique coup de cœur des traders. Coup de cœur des traders. Je vous rappelle le principe. Nos invités traders vont parler pendant 1 minute top chrono d'un titre qu'ils ont choisi, sélectionné attentivement. Et les 2 autres traders présents sur le plateau vont dire ce qu'ils en pensent de ce speech. Alors qui commence? C'est Franck aujourd'hui. Très bien. Avec Soitec. Donc vous êtes prêts? On y va? C'est parti. C'est quand vous voulez. C'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Donc j'ai choisi de vous parler de Soitec aujourd'hui. Soitec, c'est une des plus belles sociétés de croissance françaises, spécialisée dans les semi-conducteurs. Donc on a STMicro, le leader, on a Soitec qui est le challenger. Donc elle fait partie de ces sociétés de croissance qui ont subi des replis relativement importants l'année dernière, comme à peu près toutes les sociétés de croissance, à peu près 30% de replis. On revient sur des niveaux de valorisation qui sont pas particulièrement bon marché, mais qui sont, on va dire, standards à la valorisation de ce type de business, qui par ailleurs se porte très bien, qui a d'excellentes perspectives. Et donc on peut, en cas de franchissement des 155 €, anticiper probablement la rupture des 170 et le retour d'une dynamique haussière 4. en données hebdomadaires avec des objectifs plus ambitieux, que ce soit dans un optique de trading ou d'investissement. Fini. Merci Franck, merci infiniment. Pardonnez-moi. Jean-Louis, Mathieu, qu'en pensez-vous? Moi, je suis assez mitigé. Il n'y a pas de débat là. Non, vous êtes go ou vous n'êtes pas go? Ouais, je suis Vous êtes plutôt trade go. ou pas trade? Plutôt go, allez, plutôt go. Plutôt trade, vous êtes trade. Bon alors expliquez-nous pourquoi. Jean-Louis, je vous en prie. Ok, merci C'est Jean-Louis. parfaitement. Non, mais Franck a parfaitement Pardon. résumé. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. L'idée, c'est d'acheter peut-être sur des figures chartistes comme double appui vers 140. Double appui vers 140. Vous voyez, par d'accord, exemple, là, on a ok. fait 140, on est remonté sous 155, et si elle revient vers 140, on peut D'accord. acheter. Vous voyez, il faut trouver des repères chartistes. Ouais. Les marchés sont hauts, donc on se dit, bon, ça, c'est ennuyeux de payer. Trouver des valeurs à l'achat aujourd'hui, c'est difficile. Donc, vers 140, oui, en effet, c'est un niveau d'achat potentiel. Après, les fondamentaux sont bons, etc. Il y a de bonnes choses, il y a de bonnes perspectives. Les semi-conducteurs, de toute façon, on en a besoin. Non, mais c'est une valeur qu'il faut... je pense qu'elle est très volatile, bien sûr. Donc, il faut la scalper, il faut la travailler. Je pense que ce n'est pas le genre de valeur qu'on met de côté et qu'on oublie. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement chez Soitec, comme chez l'ensemble des semi-conducteurs, non? Pas de problème de production? Non, au contraire, Question, le business se porte même mieux que les analystes pensaient qu'il se porterait il y a encore 6 mois à 1 an. Donc,
Mathieu, Alors moi, vous êtes, ouais, plutôt- je vous suis- êtes un peu plus ouais, mitigé. Je suis plus mitigé. Alors personnellement, si je devais l'acheter, je l'achèterais peut-être plus haut, enfin plutôt que de l'acheter plus bas. C'est-à-dire que Intéressant, ça. l'impulsion là qu'on a eue, Pour faire une moins grosse plus-value, c'est ça? ouais, ou prendre moins de risques d'avoir sur en fait. Au-dessus surtout- des 155. Ouais, en fait. c'est-à-dire c'est ça, que c'est ce que je vous pense, avez ouais, dit. pour le coup, si ça revient dans les, pour moi, ce serait plus vers les 160, 65. Je pense pour le coup qu'il y a une bonne proba que ça dépasse les 170 et qu'on aille plus haut. D'accord. Et maintenant, à l'instant T, là, la grosse impulsion qu'on a eue, du coup, ça devait être fin décembre ou tout début d'année, là, avec des gros volumes, ça, c'est le genre de choses, je suis pas fan. Alors, je n'ai pas suivi s'il y avait une news ou quelque chose en particulier, mais si je devais acheter, ce serait plus haut et dans l'idée de valider par peut-être un rebond du Nasdaq plus pérenne. Enfin, voilà. D'accord. Il me faudrait Très plus de intéressant. confirmation, j'ai envie de dire. Merci Mathieu. Maintenant, on va passer à Jean-Louis. Jean-Louis, vous avez sélectionné Engie. Grosse valeur de la cote. Vous êtes prêts? Oui. Très bien. Eh bien, on y va. 3, 2, 1. Jean-Louis, c'est à vous. Bon, on n'est pas pressé. Engie, tout le monde connaît, donc c'est facile. Non. D'ailleurs, ils avaient un gros problème avec les Belges là, sur 2 centrales nucléaires, et ça s'est réglé hier. Là. Vraiment, c'est tout récent. J'avais choisi la valeur avant. Mais là, voilà, c'est typiquement la valeur, un peu comme pour Soitec sur 140, c'est de se dire, elle revient sur un niveau chartiste qui est intéressant, et donc c'est peut-être l'occasion de rentrer. Normalement, quand on achète ce genre de valeur, c'est parce qu'on croit dans le dossier et on l'achète sur repli. Donc en effet, à la différence de ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, c'est qu'il n'y a pas le market timing forcément. Mais derrière Engie, il y a un rendement extrêmement important, un coût, un price-earning ratio qui n'est pas très important, donc la valeur n'est pas trop cher payée. Donc je trouve que ça, c'est plutôt une valeur qu'on peut mettre en portefeuille et conserver un certain temps. Longtemps. Merci beaucoup Jean-Louis. 1 minute. La minute est passée. Maintenant, je demande à Franck et Mathieu de donner leur avis sur ce scénario. Alors, on va commencer par la contradiction incarnée par Mathieu Alors, qui dit stop, donc pas de trade sur Non, Engie. pour le coup, alors après, pourquoi pas l'envisager dans une optique à long terme, à plusieurs mois, années, mais à court terme, moi, le gap qu'on a eu, là, les gros volumes dans la baisse. Donc le gap, l'écart, où ça? Ouais, c'est-à-dire que fin d'année, là, on a un trou de cotation qui est. Entre 14 et 13, c'est ça? Ouais, exactement. Et donc, ça, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas fan. Derrière, on a un titre qui sous-performe alors que le CAC s'envole en ce début d'année. Donc, en gros, on est sur une action qui sous-performe, enfin, qui ne suit pas dans la hausse du marché. Donc, je pense qu'il faudra un CAC au-delà de 7000 pour que Engie passe les 15 là en janvier, peut-être. Donc en termes de timing, non, je suis pas. Non, voilà, pas je suis très pas. Voilà, c'est Non, pas ce que vous êtes j'achète. pas convaincu. Franck? Bah, c'est le jeu des vases communicants. Là, en ce moment, le marché, les investisseurs sont prêts à prendre des risques. On est en début d'année. On a remis les compteurs à zéro. On a pas mal de dossiers qui sont très bas compte tenu des baisses des années, de l'année dernière. Donc là, en début de marché, en début d'année, on prend plus de risques. Je pense que ça explique une partie de la sous-performance. Après, ce n'est pas le genre de dossier qu'on aime bien chez Zone Bourse, mais c'est du business très, très solide. Idéalement, plutôt se positionner davantage sur repli pour, comme je le disais tout à l'heure, un peu sur Virbac, avoir des retours à la moyenne avec des mouvements en dents de scie, et donc idéalement se positionner plutôt sur repli, sur ce genre de configuration Repli où? et de Vous dossier. voyez un niveau technique intéressant pour Ouais, je vous? vois rien. voyez Je rien vois un du tout. Je retour ne vois rien. vers 12, 20. Premier niveau, c'est 12,80. Il y a un gap, là. je vois qu'il y a un gap à 11,80. Alors après, si on Mais, attend 11,80, c'est Ouais, autre chose, on mais- peut attendre longtemps peut-être. On est tous d'accord. Non, mais attention. Non, mais il a- ça, c'est des dossiers qu'il faut payer sur repli, et le repli, il s'explique parce qu'il y avait mieux à faire en début d'année, à mon sens. En tout cas, c'est ce que elle je a pense. baissé, comme Soitec a baissé, comme beaucoup de techno ont baissé aussi. Comme, On ne vous mettra pas forcément d'accord aujourd'hui. Merci messieurs pour ces coups de cœur de trader. Sauf que nous n'avons pas fait encore Athos. Excusez-moi, je vous ai
Je ne vous ai pas permis de défendre votre... Là, je pense qu'il y aura 2 pas trades. Hein, il y aura 2. Hein, vous connaissez, Mathieu. Alors, c'est à vous. 3, 2, 1, Mathieu, sur Atos. Donc, effectivement, donc ici, on est sur une valeur value qui a été très pénalisée l'an dernier. On a eu pas mal de problèmes, des warnings, des avertissements sur résultats, etc. On a un management qui va changer, enfin qui a été changé et qui est en place là et qui devrait impulser une nouvelle stratégie. Alors moi, ce que j'aime bien dans le dossier, c'est qu'on a d'une part un news flow propre, ce que j'appelle, c'est-à-dire une réaction favorable à une publication. C'était le cas fin octobre sur le titre, donc ça, peut-être contrairement à Virbac, j'aime bien quand il y a une publication de résultats qui est en soutien, ça montre qu'il y a un intérêt fondamental sur le dossier. Et surtout, ce qui me plaît, c'est qu'on a vraiment un catalyseur en termes de recovery, en termes spéculatifs, j'ai envie de dire, par rapport à la filiale Big Data qui suscite des intérêts. Ça a été le cas pendant 6 mois l'an dernier. On a là en début d'année ce qui a expliqué la hausse de 20% le 2 janvier parce qu'il y avait Airbus qui envisageait de prendre une participation. Donc je pense que c'est vraiment sur ce et avec une structure. Non, écoutez. Structure, bon, enfin voilà. Vous avez saisi l'idée. On a saisi l'idée. Vous aviez 1 minute. Vous n'avez pas à dépasser cette minute. Je suis navré. Ouais, alors, Jean-Louis, Franck. Oh non, mais voilà. Ah là là. Si même vous Franck est vengez acheteur, même pas, là, même si Mathieu a du Non, soutien. mais c'est vrai, c'est une vraie Alors, recovery. Jean-Louis, vas-y. Non, c'est une vraie recovery potentielle. Depuis le temps qu'on l'attend, depuis, il y avait beaucoup de shorts sur la valeur, etc. Non, elle a une bonne tête, si vous voulez. Maintenant, elle nous a déçus à de très nombreuses reprises. Donc, il faut considérer que c'est un investissement spéculatif. Éventuellement, justement, quand, par exemple, on peut avoir, entre guillemets, peur, ou parce qu'on a des doutes, etc., d'acheter la valeur, on peut passer par une option, par un varan, donc par exemple. Parce que là... pour mobiliser une partie plus faible de son capital. Faut prendre des varans... je ne sais pas s'il y a des turbos pas trop dessus, en dehors de la monnaie, c'est ça? Ouais, pas trop, même quasiment à la monnaie, pourquoi pas. Si on y croit, on peut considérer qu'on va acheter le titre au prix, je sais pas, il doit y avoir des varans à 12, un truc comme ça, et puis voilà, c'est moins risqué que d'acheter le titre. En tout cas, bon, il faut dire aux gens que les valeurs sont très spéculatives, et que j'en vois certains sur le SRD, ils achètent 2-3 fois la mise, c'est complètement fou, quoi. Donc il faut acheter au comptant, tranquillement, mettre de côté, et puis voilà. Faire ce qu'on Pas appelle spéculer dessus, quoi. de la cash extraction, c'est-à-dire avec une exposition équivalente à celle d'un achat action, on achète un produit dérivé qui permet de mobiliser une partie plus faible de son capital. Franck, sur Atos. Alors, c'est typiquement le genre de dossier que d'habitude on n'aime pas du tout. Hein. Ah bon vous n'aimez pas les grosses valeurs de la cote à rendement, vous n'aimez pas. Non mais là on est sur une situation qui est hyper spéculative, un business qui va pas bien, une société en décroissance, perte de rentabilité. En gros la société elle capitalise 1 milliard, elle fait 10 milliards de chiffre d'affaires. Donc voilà, il y a de la dette. Il y a une pépite à l'intérieur du business qui est toute la partie big data, voire intelligence artificielle pour employer des mots sexy, qui veulent extraire pour créer de la valeur. Et a priori, cette partie-là extraite vaut dans les 6 milliards d'après ce qui se dit. La société, elle en vaut 1 actuellement en bourse. Donc en fait, il y a mais en même temps, une fois qu'ils auront sorti le business qui fonctionne bien, il restera les problèmes, sauf qu'ils auront récupéré du cash pour tenter la recovery. Donc en fait, c'est juste que là, on arrive à un stade en termes de niveau de pricing, de valorisation, qui fait qu'à Atos, on a quand même l'impression que si jamais effectivement la direction arrive à retourner, à reprendre le dessus sur le business. On a Edouard que vous avez pris vert comme couleur. Oui, c'est ce que je dis. On a Edouard Philippe qui est rentré au conseil d'administration d'Atos. C'est une société qui fait du business avec l'État à hauteur de 20 à 25% de son chiffre d'affaires. On a Airbus qui a dit que peut-être que ça les intéressait de se pencher sur le dossier. Thales ce matin a dit qu'a priori ça ne les intéressait pas. Donc là on est sur un truc qui est vraiment très spéculatif, où effectivement si tous les planètes s'alignent, on peut avoir des potentiels très importants de reprise compte tenu du fait que la société ne vaut plus rien compte tenu de tous ces problèmes qu'elle a à régler.
mais et le Pas plus consensus rien, est archi-vendeur, donc les excessif. analystes, etc. Donc il y a un moment, ça peut être une très bonne idée de recovery, et c'est uniquement pour cette raison-là que je suis positif sur ce dossier. Sinon, c'est le genre de configuration et de situation qu'on a meilleur temps de fuir. On l'a compris, même si vous soutenez ce scénario. Merci pour cet Merci pour ce argumentaire. soutien. On Et soutient. on en a... Mais non, mais il avait plus de temps que toi. Ouais, bah ouais, finalement, c'est Non, mais c'est ça. Vous vouliez rajouter quelque chose, Mathieu? On vous redonne la parole. Mais en parce fait, que- moi, en toute franchise, ça fait plusieurs semaines que je suis assez chaud sur cette valeur-là. Et grosso modo, quand elle est tombée sous les 10, alors elle a continué à baisser vers les 7, quelque chose comme ça, pendant le deuxième semestre 2022. Mais grosso modo, moi, ça fait plusieurs mois que j'en ai. Et en gros, c'est le genre de choses où je mets pas de stop. Alors, c'est des trucs qui m'arrivent jamais. Mais c'est en fait, je me dis, c'est vraiment, en fait, soit ça vaut rien. Et ça vaudra peut-être 4 dans un an ou quelque chose comme ça. Mais pour le coup, s'il y a une recovery, je pense qu'on peut faire du x2 et voir. Enfin, si on part de très bas, qu'on fait du x2, c'est sera pas forcément c'est super. toujours Ce qu'il pareil. faut noter, Mais c'est que les c'est noté. spéculateurs sont dessus. Hein. très bien. Merci à vous, merci à tous. Ça y va. C'était très C'est un des intéressant. titres les plus shortés. Hein. C'est un des titres les plus shortés de la Bah, classe. ce qui est bien, parce que du coup, sur des news, On il y a vous des arrête rachats de plus, short. là. Enfin, donc, voilà. Il faut s'arrêter, messieurs, c'est passionnant, mais il faut qu'on s'arrête pour passer à la rubrique le quiz. Rubrique quiz ou à vos marques. Vous l'avez lu sur le jingle précédent. Alors aujourd'hui, la rubrique à vos marques, c'est quoi, Léa? C'est un C'est un qui suis-je. qui suis-je? On Intéressant. vous donne une courbe et vous devez reconnaître Ou que suis-je? ou que suis-je. Et vous devez reconnaître qui se cache derrière cette courbe. Quelle valeur se cache derrière ces configurations Tout à graphiques? Une valeur, une matière première, une devise, ça peut être très large. D'accord. Rentrons dans le C'est vif parti. du sujet avec la première question. Quelle action américaine se cache derrière cette courbe depuis janvier 2022 Disqualifié. Disqualifié. Disqualifié, il faut attendre Ah, la ça, fin, tout le monde l'a su. la Celle-là fin des est facile. réponses. Désolé Franck. Première réponse Microsoft. Deuxième réponse Tesla. Troisième réponse Apple. Jean-Louis, c'est pour vous. C'est pour vous, Jean-Louis. Ah non Moi aussi, elle n'avait pas fini Apple. alors. T'allais dire Tesla Allez Jean-Louis, il faut donner votre Tesla, réponse. Tesla. Tesla, c'est la bonne réponse, Ah oui, c'est effectivement. Alors voilà, là vous avez les trois courbes, c'est complètement caractéristique. Regardez les trois courbes, c'est intéressant. Puisque c'est la courbe qui a le plus baissé, moins 73% depuis janvier 2022. Alors il y a plein de raisons qui peuvent expliquer la chute de Tesla. On notera quand même que les différentes vagues de revente d'actions Tesla de la part de son dirigeant Elon Musk pour financer l'achat de Twitter ont grandement participé à la chute du titre depuis le début de 2022. Premier point Un pour Jean-Louis. point pour Jean-Louis. On passe à la deuxième question. Quel indice représente ces variations au cours des 3 dernières années? Première réponse, le CAC 40. Deuxième réponse, le VIX. Troisième réponse, le S&P. Jean-Louis, on ne vous arrête pas en ce début d'année. X. Exactement, très bien. Caractérisé par une hausse de 680% pendant la pandémie en Rien que 2020. ça. Voilà, exactement. Et là, on se restabilise à des niveaux entre 20 et 30 qui sont à peu près le range moyen du VIX. On rappelle que le VIX est l'indice de volatilité implicite du S&P 500 qui est aussi appelé l'indice de la peur puisqu'il reflète l'anxiété sur les marchés. On reste sur des niveaux, Jean-Louis, vous l'avez remarqué, on reste sur des niveaux supérieurs à ceux qu'étaient les niveaux du VIX avant la pandémie. Hein. On est sur des niveaux au-dessus de 20 alors qu'on était historiquement plutôt en dessous de 20 sur le Standard & Poor's. C'est bien ça? Ah oui, non, mais partout, les volatilités implicites restent extrêmement élevées. Donc, on a des marchés, il n'y a pas de complaisance. C'est peu de l'indice tension. de la peur. En même temps, on est en phase de guerre, donc c'est normal qu'on soit plus élevé qu'en 2019. Mais c'est pas Et le cohérent S&P avec les reste- niveaux très élevés des indices. Mais bon, tout ça, on va pas en reparler maintenant. Pardon. 2 points pour Jean-Louis, 0 pour Mathieu, 0 pour Franck. C'est votre dernière chance de le battre. Bon, ben, attends, Il va falloir gagner les 3 prochaines questions, messieurs. Ah, il reste 3 questions Ouais, encore. reste hein. 3 questions. Troisième question. Allons-y. Quelle paire de devises désigne ces variations depuis janvier 2022? Première réponse, l'euro CAD, le dollar canadien. Deuxième réponse, l'euro JPY. Troisième réponse, l'euro USD. Eh non, mais t'as pu avoir. Je suis désolé, Ouais, je veux Franck. bien, mais Je suis désolé, on n'attend Franck. pas. Donc là, ça se joue entre Donc- Mathieu et Jean-Louis. C'est Mathieu. C'est Mathieu. Donc l'euro-dollar pour moi. Tout à fait, effectivement, puisque l'euro-dollar On attend la est fin de- passé sous la parité à la fin du premier semestre 2022 et fait marquant, il a passé 40%
de l'année 2022 sous cette parité, ce qui n'était pas arrivé depuis 2003. Je demande la VAR, hein, moi, ça, par contre. Ah, mais moi, Il n'y a pas de VAR, je suis désolé. Il faut faire toi, confiance. Toi, t'es disqualifié alors que Jean-Louis, Non, j'ai appuyé avant toi. Ouais, Un ouais, point ouais, pour je- Mathieu, 2 je points pour constate. Jean-Louis, Tout ça est 0 organisé. pour Franck, qui a tendance à faire le malin. Mais il va falloir vous rattraper dans les faits, monsieur. Ah ouais, Franck. Ça va me sortir une courbe sur le truc en Non, 1700. mais t'allais dire quoi, là? T'allais dire quoi? L'euro-dollar. Oui. Léa, allez-y, parce que Facile. sinon Ouais, elle ne s'arrête jamais. Une mauvaise foi incroyable. Quatrième question. Allons-y. C'est quoi ça? Quelle action française a perdu 93% de sa valeur depuis 2022? Orpea, Atos ou AXA? C'est C'est Jean-Louis. Jean-Louis. hein. Désolé, mais il a le timing parfait. Ah bah oui, hein. Faut- un, subjectif, un arbitre, ouais. ouais, il faudra un arbitrage vidéo. Moi, je regarde, parce que- je regarde les S'il lèvres vous de plaît. Léa. Ah Un ouais. peu de discipline. Maintenant, Jean-Louis. Alors on va Jean-Louis, regarder la Jean-Louis. réponse. Orpea. On va C'est regarder Orpea, Jean-Louis. effectivement, le scandale de l'apparition du livre Les Fossoyeurs qui dénonçait les conditions j'allais dire de détention, mais ce n'est pas de détention, mais de traitement Attention. des personnes dans les EHPAD Orpea a fait malheureusement beaucoup de mal au titre qui a énormément souffert et donc on voit cette chute très marquée au début de 2022. Bravo Jean-Louis. 3 Trois points pour réponses en votre faveur. Jean-Louis, 1 point pour Mathieu, 0 pour Franck. Moi, je vais Les regarder. dés sont Je vais jetés. regarder Non, Jean-Louis sur la non, mais là, vidéo. j'appuie On pas. va Laisse une chance à Franck, là. Voilà, c'est fair play. Attends Der- de voir la courbe. Dernière question. Ça va être un truc Ouais, bien. Jusqu'à maintenant, c'était nul, tellement c'était facile. Et Quelle là, matière première représente ces variations depuis début 2022? Le Brent, le WTI ou le gaz naturel? je pense. Je vais prendre le Brent. Très bien. Mathieu, Bravo. J'hésitais bravo. avec le WTI. Ah Et oui, effectivement, non, on voit le pic effectivement à 130 $ au début de 2022 et qui maintenant retrouve son niveau d'avant la guerre en Ukraine en fait, puisque au cours de l'année 2022, on avait une hausse à peu près de plus de 40% du Brent et du WTI due à la crise énergétique et au contrôle de production de l'OPEP. Voilà. Résultat final, Jean-Louis, vous avez encore gagné. Enfin encore, je sais pas. Vous Non, n'êtes pas c'est forcément pas un si grand souvent, gagnant. donc félicitations des quiz. Jean-Louis, cette Bravo. année s'annonce le meilleur. À chaque fois, C'est genre. Enfin, on va dire que c'est une première. à chaque fois, il me dit ça. Je suis content pour ça. C'est très drôle. Merci messieurs. Voilà, cette émission arrive à sa fin. Si vous l'aimez, vous pouvez cliquer sur like et on vous souhaite une bonne semaine et rendez-vous dans 15 jours. Merci beaucoup.